Où est-ce que je te cale, toi? Parfait. Cette année, la gamme d'iPad s'est bonifiée et a gagné en cohérence. Si auparavant l'iPad Pro était simplement la seule gamme à acheter si tu voulais profiter du dernier design de la pomme, désormais le grand public, et j'aurais même tendance à dire tout le monde, n'importe qui, peut très bien se diriger vers l'excellent iPad Air et finir avec un appareil à la fois fin, moderne, puissant et doté de la plupart des attraits de ce nouvel iPad Pro M1. C'est même pire vis-à-vis de ce modèle de 11 pouces qui n'embarque pas l'écran mini LED du plus grand modèle. En tout cas, qu'il s'agisse du modèle de 11 ou de 12,9 pouces, je pense pouvoir l'affirmer sans trop m'avancer, vous n'avez pas besoin de cet iPad Pro. Le truc, c'est que justement, c'est pas vraiment le besoin qui définit pourquoi j'ai envie de vous recommander cet iPad Pro, pourquoi je l'adore et pourquoi je pense qu'il risque d'avoir du succès. Et justement, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Oh, et puis on va même profiter de mon timing de publication absolument désastreux pour voir si la WWDC qui arrive dans 4 jours désormais changera quelque chose à la donne. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on teste l'iPad Pro M1 dans sa livrée de 11 pouces. Avant toute chose, est-ce qu'on peut juste prendre le temps d'apprécier le design et le format de ce petit iPad? La gamme Pro de l'iPad a inauguré le nouveau langage industriel anguleux et prononcé d'Apple en 2018 et encore aujourd'hui sa finesse et ses tranches sont absolument magnifiques, d'autant qu'elles sont désormais en accord avec les iPhones, iMac et on l'espère avec les futurs MacBook. Par contre, malgré sa robe en aluminium, l'iPad Pro est définitivement très précieux, il vaut mieux le protéger et c'est justement là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, ESR. D'ailleurs, j'aurais absolument pas pu réaliser cette vidéo sans eux par manque de moyens, donc merci à eux, vraiment. ESR, je vous en parlais depuis bien avant qu'ils me contactent, depuis ma vidéo sur l'iPhone 11 je crois, ça commence à dater, étant donné que c'est l'entreprise vers laquelle je me dirige quasiment systématiquement quand il s'agit d'acquérir des coques de qualité à un prix raisonnable. Je suis vraiment content qu'ils m'aient contacté parce qu'ils ont opéré une sacrée montée en gamme, mais pas en prix, sur leur nouvelle coque pour iPad, les coques Rebound et Ascent Trifold. Prenez la coque Rebound, il s'agit d'une sorte de folio qui a pour avantage d'être à la fois construite très sérieusement, avec des détails comme une protection améliorée des coins, mais également cette languette aimantée qui vient clore l'iPad tout en protégeant l'Apple Pencil des chocs et des chutes, chose qui m'est arrivée très souvent avec le mien. Ce format de folio est juste génial, les aimants sont puissants, c'est vraiment élégant esthétiquement, la languette vient maintenir la couverture de l'iPad au dos de l'écran lorsqu'on l'utilise, les positions de lecture et d'écriture sont bien assurées. Franchement, je suis choqué que cette solution soit proposée à seulement 20 € quand, autant en termes d'ingéniosité que de qualité, j'ai l'impression que ce qu'ils proposent est supérieur quelque part à ce que propose Apple directement. Pour ceux qui veulent encore plus de protection, ESR propose l'Ascent Trifold, une sorte de dérivé plus balèze du Rebound, qui intègre une coque de protection à la place du dos aimanté du Rebound. C'est très sympa pour les anxieux, d'autant qu'elle ne coûte qu'une quinzaine d'euros. Plusieurs coloris sont disponibles, tous les liens sont dans la description, et en plus ESR vous offre 20% de réduction en utilisant mon code. À ce tarif, franchement les gars, c'est du vol, faites-vous plaisir. Merci à ESR de soutenir la chaîne, je suis très content de collaborer avec eux, et on enchaîne. En tout cas, ce genre de protection légère et polyvalente est toute désignée pour profiter de la grande force de ce modèle de 11 pouces, à savoir sa portabilité. Après tout, pour moi, ce qui a toujours fait la force de l'iPad, c'est que c'est ce petit ordinateur ultra versatile que tu peux utiliser partout dans toutes les positions et qui s'adapte à toutes les situations. J'insiste pas trop là-dessus, mais clairement c'est la grande force de cet iPad de 11 pouces et c'est ce qui me donne envie de rester sur ce format personnellement. Cette année, cette portabilité se paie dans sa conservation d'une simple dalle IPS. Alors simple certes, mais diablement efficace, il faut quand même le préciser. On retrouve une résolution de 2388 par 1668 pixels, des angles de vision impeccables, un rendu uniforme, une luminosité de 600 nits et une réflectance maîtrisée, on est sur quelque chose de quand même extrêmement haut de gamme et qualitatif, comme toujours. Les couleurs flattent la rétine, les contrastes également, et on prend un plaisir juste fou à consommer du contenu ou à retoucher des photos sur cet écran. C'est d'autant plus vrai que cette dalle est évidemment toujours compatible ProMotion. Elle peut afficher 120 images par seconde en lieu des 60 habituelles pour davantage de fluidité. C'est mon premier iPad Pro personnellement, je viens du Air de 2020 et force m'est d'admettre que c'est très sympa. Cette fluidité renforce même l'impression de naviguer de façon très organique et naturelle dans le système. Après, très sincèrement, je trouve pas que le 120 Hz ait apporté grand chose à l'expérience que j'avais de l'iPad, dans le sens où, à moins de vraiment comparer de façon directe mon iPad Air en 60 Hz et mon iPad Pro en 120, j'ai un petit peu de mal à faire la différence entre les deux me paraissent fluides, tout simplement parce que mon œil doit s'habituer à la fréquence de rafraîchissement et donc elle passe rapidement à l'arrière-plan. C'est un confort définitivement, hein. C'est vrai que c'est un confort, quand on prend le temps de l'apprécier, on peut en profiter, mais voilà, on s'habitue vite. Là où c'est un petit peu appréciable, c'est vrai, c'est dans l'usage de l'Apple Pencil, où on a vraiment l'impression d'écrire sur du papier avec cet iPad Pro, il n'y a absolument aucune latence. Alors je sais que j'ai l'air négatif, mais tout ça vous vous en doutiez quelque part, c'est vrai que on peut se dire très facilement que c'est le modèle Pro, donc il va apporter des choses qui ne seront discernables que par les professionnels, que par le 1% qui peut vraiment l'exploiter.
Mais j'ai envie de dire c'est pas vraiment ça. Les modèles Pro de l'iPad et de l'iPhone également par ailleurs, c'est pas vraiment des devices qui viennent apporter des fonctionnalités qui sont nécessaires pour les besoins des professionnels. C'est plutôt des appareils qui vont apporter des fonctionnalités accessoires, pas indispensables mais appréciables pour tout le reste du public. Et justement, c'est tous ces petits extras cumulés qui viennent rendre cet iPad absolument génial et il faut que je vous en parle. La première des commodités qui vient avec cet iPad Pro, c'est Face ID. Et oui, sur une tablette, je suis désolé, mais Face ID est à mon sens beaucoup plus pratique que Touch ID. Rien qu'en utilisant l'iPad avec un clavier, la reconnaissance faciale est beaucoup plus pratique étant donné que du coup tu peux appuyer sur n'importe quelle touche pour le voir se déverrouiller. C'est tellement transparent, c'est cool, enfin ça fait vraiment super plaisir. Face ID c'est une chose, mais pour moi la fioriture la plus géniale, c'est dans le prolongement du très bon écran de cet iPad Pro et c'est ses haut-parleurs. C'est juste fou que dans un appareil aussi petit et fin, on réussisse à caser 4 haut-parleurs avec ce rendu. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut apprécier au quotidien. Un petit peu de musique? Pas de souci. On retrouve même un petit peu de basse pour donner du relief à l'excellente spatialisation de cet iPad. Un film ou une série dans votre canapé? Bien sûr, l'immersion est même clairement au rendez-vous et même sur des vidéos YouTube, ces haut-parleurs se laissent vraiment apprécier, c'est un plaisir. Après, bien sûr, des haut-parleurs et Face ID, c'est pas indispensable, j'en ai pas besoin, vous n'en avez pas besoin, mais come on, vous en avez envie. Et justement, là où les gens ont commencé à tiquer sur ce côté accessoire, c'est pour les performances cette année. En intégrant la puce M1, l'iPad Pro a ravivé ce courant de pensée qui souhaite le voir devenir une sorte de Mac tactile. Pour moi, c'est un non-sens qui est induit par le fait que, dans la communauté tech, on n'achète pas forcément un produit pour ses fonctions, mais plutôt pour l'objet lui-même. Et donc, on n'a pas forcément cette réflexion pourtant très basique qui voudrait que, si tu veux les fonctions d'un Mac, utilise un Mac, pas un iPad Pro. Et je pense d'ailleurs que si les gens achètent plutôt des iPads que des ordinateurs, c'est aussi justement pour iPadOS 14, sa stabilité, sa fermeture et tout ce que ça implique. Ici, il est vrai qu'on sent que la puce M1 est démesurément puissante pour iPadOS. C'est vraiment un plaisir dans la mesure où avec 8 ou 16 Go de RAM et des performances brutes dignes des meilleurs laptops, cet iPad Pro surfe sur absolument tout ce que vous lui donnez à faire. Pixelmator est enfin parfaitement réactif sur iPad avec, Procreate ne fait même pas vaguement chauffer la bête, et NBA 2K21 est juste incroyable à expérimenter dessus. Il faudra vraiment lancer LumaFusion et faire du montage vidéo avancé pour commencer à exploiter M1 sur ce device. Sauf que voilà, pour moi, ce que ces performances dantesques impliquent, c'est pas forcément un rapprochement avec le Mac, c'est plutôt, ou tout du moins je l'espère, une sublimation des fonctions de l'iPad. L'existence de l'iPad a du sens dans son format unique et particulier, pour sa proposition d'applications qui bénéficient d'interactions organiques, au doigt ou au pencil, et qui ne requièrent pas la précision un petit peu austère mais cruellement efficace d'une souris. Mais est-ce que vous voyez cette date? Je sais pas s'il va faire la mise au point, si voilà, on est le 3 juin, donc voyons plutôt si le Thomas du futur, le Thomas post-WWDC, la conférence des développeurs d'Apple, a quelque chose à me dire sur iPadOS 15 et sur sa perception d'iPad. Yo tout le monde, Thomas du futur. Alors effectivement, la keynote d'Apple vient de passer, on est le 7 juin. Avec iPadOS 15, comme avec à peu près tous les softwares cette année, Apple est plutôt dans le perfectionnement, dans l'ajout de nouvelles fonctionnalités, ce que je trouve assez intéressant en soi. C'est vrai qu'on peut pas réinventer la roue tous les ans et être dans la recherche du détail, et mine de rien, c'est quand même vraiment stylé. Et pour le coup, je suis assez content. Mais à part ça, iPadOS 15, ça n'apporte absolument pas Final Cut sur iPadOS, ça n'apporte absolument pas Logic Pro sur iPadOS. Et effectivement, à ce niveau-là, l'iPad reste un iPad, c'est un outil qui est plutôt destiné aux créatifs qui vont envie de créer qu'aux professionnels qui ont envie de produire, et je trouve que la distinction est quand même assez notable. Ici, je dois avouer que j'ai pas retenu grand chose vis-à-vis de l'iPad spécialement, j'ai surtout retenu le nouveau multitâche qui pour le coup est assez original dans le sens où il tire vraiment parti du format iPad, il essaie pas simplement d'adapter le format de multitâche de bureau qu'on connaît déjà depuis des années. Donc voilà, cette année encore, l'iPad ne remplace pas le Mac bien entendu, ce qu'il peut éventuellement faire c'est remplacer votre Mac si vous voulez vous en donner la peine, et à ce petit jeu là l'iPad devient de plus en plus intéressant, mais voilà, c'est une question de préférence. On peut revenir à toi Thomas. Merci Thomas, mais bref, peu importe le contenu de la WWDC, cette année il est clair que l'iPad Pro est absolument surpuissant, c'est très bien pour sa durabilité, et peu importe s'il l'a tout de suite maintenant, une infime minorité, dont je ne fais même pas partie moi-même d'ailleurs, peut vraiment exploiter ses performances. Au-delà des performances et d'une fluidité absolument irréprochable, la puce M1 amène quelques touches qui sont ma foi intéressantes sur cet iPad Pro. Première chose que j'ai remarqué et qui m'a étonné, c'est l'autonomie. Alors bien sûr, on tourne toujours aux environs des 10 heures d'usage qui ont toujours fait l'apanage des iPads, mais elle m'a semblé sensiblement meilleure que sur l'iPad Air. Là où l'iPad Air finissait en général ma journée avec quelque chose comme 40 ou 50% d'autonomie, mon Pro finit plutôt à 55-60, malgré le fait que je l'ai davantage utilisé ces dernières semaines. Forcément, j'étais en train de le découvrir. C'est étonnant quand même, vu le combo 120 Hz et performances améliorées, mais bon. La deuxième chose, c'est l'arrivée du Thunderbolt, qui garantit des débits de transfert allant jusqu'à 40 Go par seconde. C'est pratique pour ces milliers de personnes qui utilisent l'écran XDR à 6000 € d'Apple avec leur iPad, mais sans rire, tout ça c'est juste
juste plutôt cool et ça garantit une compatibilité de l'iPad avec une large sélection d'accessoires qui peuvent exploiter ce gain de vitesse. Ensuite, petite nouveauté cette année, Center Stage. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est associée à la nouvelle caméra avant ultra grand angle de cet iPad et qui permet en fait de zoomer dans l'image et de vous suivre, de vous maintenir au centre du cadre, même quand vous êtes en train de bouger un petit peu pendant une visio. C'est malin et effectivement ça marche très bien pour une seule personne, c'est vraiment quelque chose d'assez fun à expérimenter et de montrer aux gens que vous appelez tout simplement, mais je trouve que l'angle qui est maintenu par l'iPad est pas forcément terrible, le visage en plein milieu du cadre, c'est pas très naturel en fait. Après j'ai testé pour vous Center Stage dans mes vraies réunions professionnelles et quand je faisais des réunions avec un collègue à côté de moi, l'iPad avait beaucoup de mal à choisir qui il devait garder dans le cadre et il arrêtait pas de zoomer sur moi façon The Office. C'était marrant sur le coup effectivement, c'était pas forcément des réunions décisives dans la vie de l'entreprise, mais voilà, il faut un petit peu d'optimisation je pense. Et puis bien sûr je pense que M1 augure également de très bonnes choses pour une autre arlésienne de chez Apple qui revient à absolument toutes les conférences sur l'iPad, la réalité augmentée. Associé au capteur LiDAR, une sorte de radar et aux appareils photo très capables de cet iPad, on sent que les conditions sont très favorables pour la réalité augmentée, même si pour l'instant, à part placer des meubles virtuellement chez vous ou alors placer un Mac Pro sur votre bureau, c'est pas non plus le truc indispensable. Oh, et puis au passage, c'est assez cool d'avoir tout un studio de production dans un seul appareil, l'iPad embarquant un ultra grand angle et un grand angle tous les deux très corrects en matière de rendu et qui permettent de filmer en 4K. Vous pouvez donc très facilement filmer, monter et partager votre contenu directement depuis un iPad. Plutôt cool. Après, encore une fois, est-ce que Center Stage est indispensable? Non. Est-ce que le LiDAR l'est? Non plus. Et est-ce que absolument personne en dehors de la communauté tech n'a la moindre idée de ce que peut bien être le Thunderbolt? Eh bien non. Enfin oui, cette fois. Enfin vous m'avez compris quoi. En ma qualité de testeur, c'est ma responsabilité de vous le dire. Si vous aviez réellement besoin de l'immense canevas qui est offert par l'iPad Pro de 12,9 pouces ou de la puissance et de la versatilité de cet iPad Pro de 11 pouces, je pense que vous le sauriez déjà et vous l'auriez acheté. Sauf qu'encore une fois, l'attrait du Pro, c'est pas vraiment ça. Ce qu'offre l'iPad Pro, c'est vraiment cet ensemble de fonctionnalités accessoires mais agréables supplémentaires qui au final viennent se cumuler, bonifier l'expérience et qui vous donnent vraiment envie de rester scotché à votre iPad. Et ça a été le cas pour moi. C'est vrai que je me suis beaucoup plus servi de cet iPad Pro que de mon iPad Air et que je m'étais beaucoup plus servi de mon iPad Air que mon iPad classique. Tout ça c'est vraiment juste une question de confort et à ce petit jeu là, l'iPad Pro est sans doute le meilleur ordinateur que vous puissiez acheter et je peux que vous le recommander quelque part, pas parce que vous en avez besoin, mais juste parce que c'est un super ordinateur. Voilà, je pense que je vais devoir vous faire une petite vidéo mise à jour sur comment j'utilise mon iPad étant donné qu'avec cet iPad Pro, c'est vrai que j'ai envie de m'en servir davantage. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait dans les commentaires et puis comme d'habitude, à part ça, vous savez quoi faire. Si cette vidéo vous a plu, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne. C'est grâce à vous et je vous en remercie, je suis en train de crever de chaud. Et moi je vous dis à la prochaine les gens tout simplement. Allez, salut.